Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous vous proposerons de revenir au cœur du XXe siècle, intéressante dans la perspective où nous pouvons qualifier cette période de tristement mouvementée, en termes de pensée politique. Plus précisément, nous tâcherons de présenter ainsi que de commenter ce qui est désigné comme la pensée critique et ses autrices célèbres, à savoir Simone Weil et Hannah Arendt. Pour notre part, nous nous concentrerons sur la philosophie de Hannah Arendt, dont les œuvres sont postérieures à Simone Weil. De plus, la mise en contexte historique des œuvres et de la vie de ces femmes nous permettra d'amorcer une réflexion philosophique plus large sur les événements qui font du XXe siècle une période si marquante de bouleversements sociaux, politiques et culturels. En effet, Hannah Arendt naît à Hanovre, au nord de l'Allemagne, en 1906, dans une Europe en proie à de fortes tensions diplomatiques qui dégénéreront peu de temps après en une guerre globale qui marquera profondément l'enfance de la politologue. Durant sa formation académique, elle rencontre intellectuellement et sentimentalement son mentor Heidegger, philosophe allemand qui aura plus tard des relations troubles avec le régime nazi. Descendante de grands-parents juifs, elle fuit d'abord l'Allemagne pour la France, puis en 1941 quitte l'Europe pour les États-Unis. On comprend donc que, dès la parution de sa première œuvre, Les origines du totalitarisme, la pensée d'Hannah Arendt soit si marquée par la guerre et l'aliénation, en bref, par le mal caractérisant le nazisme dont la pensée politique n'imaginait jusqu'alors pas l'humain possible. Enfin, elle poursuit une brillante carrière universitaire aux États-Unis jusqu'à son décès en 1975. Outre-Atlantique, elle est proche de l'école de Chicago et s'attache à une démarche et à une pratique journalistique. En effet, si nous la qualifions de journaliste, politologue ou philosophe, Hannah Arendt, elle, insiste pour se définir comme une théoricienne politique, avec comme principe philosophique premier la mise en action dans le réel, ce que les Grecs nomment la praxis de la pensée, et qui lui fait un premier point de convergence, au moins méthodologique, avec Simone Weil. De par cette proximité avec l'école de Chicago, ou encore son directeur de thèse en Allemagne, Karl Jasper, célèbre pour ses travaux en psychologie, nous observons que Hannah Arendt sera toute sa vie influencée par les auteurs des nouvelles sciences sociales, de l'époque contemporaine telles que la psychologie ou la sociologie, un trait commun aux auteurs de la pensée critique, du féminisme ou du post-colonialisme. Dans cette première partie, nous allons présenter de manière résumée les œuvres principales de Hannah Arendt ainsi que les thèses essentielles qu'elle abordera et qui vont caractériser sa pensée politique. Nous examinerons à travers cette forme de description les rapports qu'entretiennent les pensées de Hannah Arendt et de Simone Weil, ainsi que les formes de divergence qui peuvent exister et qui font la particularité de ces deux autrices. Premièrement, dans son œuvre de 1951, elle va chercher à dévoiler, comme le titre l'indique, les origines du totalitarisme. Dans un contexte d'incompréhension vis-à-vis de la découverte graduelle des événements terribles de la Shoah et de reconstitution en Europe de la social-démocratie. Arendt, elle va adopter dans cet objectif le même que Simone Weil avait auparavant, à savoir révéler les causes de la dérive des sociétés occidentales. Elle va déconstruire notamment les mythes que ces derniers ont produits. La notion de réalité et de mensonge, elle est donc essentielle dans la pensée critique. Cette notion de déconstruction, c'en est une héritière directe. Elle est d'ailleurs critiquée pour cet exercice de la rationalisation de ces événements qui ont été tragiques et qui nous paraissent irrationnels. Ainsi, de cette manière, Hannah Arendt et Simone Weil ont d'abord en commun une approche philosophique particulièrement axée sur le praxis en plus d'une démarche tenant à la prise de conscience de la révélation des mécanismes cachés ou irrationnels. D'abord, comme nous l'avons vu, comme Marx, Simone Weil critique effectivement les rapports de production et donc de domination entre les classes dans une démarche matérialiste. Mais cette dernière repousse plus loin le cadre marxiste dans le sens où elle critique les modes de production, le machinisme et le productivisme, et plus exactement la spécialisation. Elle s'attaque plus particulièrement à la division du travail. La spécialisation qui finit par apporter la perte de sens et qui de cette façon représente une forme d'aliénation, une réification, un dressage pernicieux. Arendt reprend très clairement cette attaque envers la division des tâches et plus particulièrement de ce qu'on appelle la bureaucratie, c'est-à-dire finalement les ouvriers et les fonctionnaires publics de l'État. En effet,
Arendt critique d'une part la division des tâches qui fait perdre le sens, mais aussi la responsabilité de l'acte et d'autre part l'obéissance, la hiérarchisation qu'elle institue. Pour elle, la bureaucratie est le contraire de la politique et s'apparente au domaine du travail et non de l'action, comme nous l'expliciterons. Dans ses œuvres, Les origines du totalitarisme, la condition de l'homme moderne et son ouvrage Procès à Eichmann 1963 œuvre sur la banalité du mal. Le second point commun avec Weil, c'est la critique de l'expansion, c'est-à-dire finalement du productivisme et du progrès. Elle va d'ailleurs plus loin que Weil dans le sens où elle identifie clairement le phénomène du racisme comme une partie intégrante et structurante de l'économie de marché qui repose sur le pouvoir politique et la domination. C'est encore une fois le principe même de l'économie, du capitalisme et du progrès qui est la source du mal, en tant qu'ils sont basés sur la compétition, la concurrence et l'accumulation. La mécanique raciste procède à la réification de l'homme et de la femme noire qui justifie la domination politique de et l'impérialisme matérielle. colonial et surtout le dévoilement de ses causes doit évidemment être mis en relation avec des thèses importantes d'auteurs post- et anticoloniaux tels que Césaire ou Fanon. Hannah Arendt dévoile son originalité dans le sens qu'elle donne au terme de totalitarisme, qu'elle définit comme un pouvoir nouveau pour son époque, un pouvoir qui maintenant transcende complètement la sphère sociale pour s'immiscer dans la vie privée et même au niveau de la psychologie interne d'un individu. La vision de Arendt concernant la place du travail constitue la vraie particularité de la pensée critique de la théoricienne politique. Pour Arendt, le travail est un processus biologique du corps humain qui nous ramène à notre animalité. Elle va comparer l'humain à un animal laborant, c'est-à-dire un être qui ne vit que dans et pour le travail, et explique comment il transforme la nature pour satisfaire ses besoins. Le travail est considéré comme un processus à l'intérieur du cycle de vie. Le travail, il va être nécessaire pour viser à satisfaire les besoins humains les plus élémentaires, et pour ce le faire, il doit se répéter indéfiniment. Il va de pair avec la consommation, car pour rester en vie, il faut consommer et donc travailler. Cela va nous mener à la deuxième dimension de l'ouvrage d'Arendt, l'œuvre. L'œuvre, c'est l'activité qui correspond à la non-naturalité de l'existence humaine. Elle exprime la capacité de l'humain à apprivoiser la nature. Elle nous permet de faire émerger un monde artificiel fait d'objets et de créations qui permettent à l'humain de s'exprimer, dépassant ainsi l'état naturel, en transcendant les individualités pour créer une structure commune englobante et épanouissante. En d'autres termes, l'œuvre va permettre de rendre immortel le mortel. Contrairement au travail, l'œuvre n'est pas une activité qui s'épuise en elle-même, elle va durer dans le temps et permettre de créer des repères communs aux humains. Œuvrer consiste donc à instaurer un cadre humanisé qui soit permanent. C'est une condition étant indispensable à la durabilité du monde. L'existence consacrée à la vita activa, l'homo faber, l'animal laborans, ces trois concepts sont marqués respectivement par trois activités, le travail, l'œuvre et l'action. L'action est un concept qui se place au-dessus de notre monde physique, qui relève plutôt de notre monde social, dans le monde des affaires humaines, où dans la société, l'humain affirme son existence par le verbe et l'acte. Arendt choisit de définir l'être humain par sa capacité d'agir, au contraire de la tradition philosophique qui le définit d'ordinaire par sa capacité à penser. Elle fait ce choix car l'action permet de révéler l'unique individualité des êtres humains. Si nous évoluons à l'intérieur d'une masse d'individus, c'est grâce et à travers l'action que nous nous révélons au monde, dans notre unicité. Soit ce qui fait de nous un individu unique et singulier au milieu d'une pluralité. Pour conclure, que retenir de cette présentation sur Hannah Arendt? D'abord les thèmes qui sont communs aux philosophes de la pensée critique et aux philosophes post-marxistes en général, à savoir la domination, le pouvoir, le travail. La particularité de Arendt par rapport à Simone Weil va d'abord se fonder sur cette notion de travail, alors que pour Weil, elle est réalisatrice de l'individu. Chez Arendt, elle le rapporte à l'animal. De plus, Arendt s'attache à repasser le politique dans la sphère publique
et à sortir tout ce qui est privé du politique. On pourrait finalement comparer les discours sur la banalité du mal de Arendt à la trilogie Matrix, par exemple, dans laquelle le héros est plongé dans un rêve onirique conçu par les machines qui dominent alors le monde humain. Un ami du héros va lui proposer de sortir de ce rêve onirique grâce à une pilule et de découvrir la réalité des choses, de la même manière que l'allégorie de la caverne de Platon propose que le philosophe doit sortir de ses illusions. C'est ça qui fonde la pensée critique. C'est dépasser les illusions mises en place par le capitalisme et le système dominant, comme le racisme, comme nous l'avons évoqué. Toujours dans cette comparaison, nous pouvons citer le personnage de l'agent Smith, qui est en fait un programme mis en place par les machines pour protéger la matrice et pour maintenir les hommes dans un rêve onirique, pendant qu'ils servent finalement de ressources matérielles aux machines. L'agent Smith est présenté comme réplicable et toujours habillé de la même manière, cravate et costume noir. On peut y voir ici une image frappante de ce que Hannah Arendt appelle la bureaucratie, c'est-à-dire finalement des fonctionnaires du système, en l'occurrence ici de la machine, mais aussi pourquoi pas du capitalisme, qui vont s'attacher à appliquer une tâche de manière mécanique, ce qui revient finalement à la spécialisation du travail et ce qui va entraîner une perte de responsabilité de l'acte.